Au bout de 5 jours de navigation, Antonio José Bolivar parvient à El Idilio. Le lieu avait changé. Face au fleuve s'alignait une rue d'une vingtaine de maisons, dont la dernière, un peu plus grande, portait au-dessus de sa porte un écriteau jaune avec le mot mairie. Il y avait aussi un quai en bois qui lévita en suivant le courant jusqu'à ce que la fatigue le dépose à l'endroit où il construisit sa cabane. Au début, en le voyant s'enfoncer dans la jungle armé de la Remington calibre 14, héritage du seul homme qui l'ait tué, et mal tué de surcroît, les habitants le considérèrent comme un sauvage, et l'évitèrent. Mais très vite ils découvrirent la chance que sa présence représentait pour eux. Colons ou chercheurs d'or, tous commettaient dans la forêt des erreurs stupides. Ils la dévastaient sans prendre la moindre précaution, et du coup, certains animaux devenaient féroces. Parfois, pour gagner quelques mètres de terrain, ils déboisaient n'importe comment, laissant sans gîte un gypaète qui se rattrapait en leur tuant une mule. Ou alors ils faisaient l'erreur d'attaquer les pécaris à collier à l'époque de la reproduction, ce qui transformait ces petits sangliers en monstres redoutables. Et puis il y avait les gringos venus des installations pétrolières. Ceux-là arrivaient en bandes bruyantes, avec assez d'armes pour équiper un bataillon, et pénétraient dans la jungle prêts à tirer sur tout ce qui bougeait. Ils s'acharnaient sur les jaguars sans se préoccuper de savoir s'il s'agissait de petits ou de femelles enceintes. Puis ils se photographiaient devant des douzaines de peaux clouées sur des planches, avant de repartir. Les gringos s'en allaient, les peaux restaient à pourrir jusqu'à ce qu'une main charitable les jette dans le fleuve. Et les jaguars survivants se vengeaient en étripant des bœufs faméliques. Antonio José Bolivar essayait de mettre des limites à l'action des colons qui détruisaient la forêt pour édifier cette œuvre maîtresse de l'homme civilisé, le désert. Mais les animaux se faisaient rares. Les espèces survivantes devenaient plus rusées, et à l'exemple des chuards et d'autres cultures amazoniennes, les bêtes s'enfonçaient à leur tour dans les profondeurs de la forêt, en un irrésistible exode vers l'Orient. Antonio José Bolivar Proaño, qui avait désormais tout son temps pour lui, découvrit qu'il savait lire au moment où ses dents se mirent à se gâter. Ce dernier point commença à le préoccuper lorsqu'il se rendit compte que sa bouche exhalait une haleine fétide, et qu'il ressentait des douleurs persistantes dans les maxillaires. Il avait souvent assisté aux séances semestrielles du docteur Loachamin, mais il ne s'était jamais imaginé assis dans son fauteuil, jusqu'au jour où les douleurs devinrent insupportables, et où il ne put faire autrement que de monter à son tour sur la consultation. « C'est simple, docteur. Il ne m'en reste pas beaucoup. Je me suis arraché moi-même celle qui m'embêtait trop, mais pas celle du fond, c'est trop difficile. Alors nettoyez-moi la bouche. Après quoi on discutera du prix d'un de vos jolis dentiers. » Cette fois-là, le sucre avait amené 2 fonctionnaires de l'État qui s'installèrent derrière une table sous le porche de la mairie, ce qui les fit prendre pour les collecteurs d'un impôt inédit. Devant le manque d'enthousiasme des habitants, le maire se vit dans l'obligation de faire appel au peu de force de conviction qui lui restait pour traîner les récalcitrants jusqu'à la table gouvernementale. Là, les 2 envoyés moroses du pouvoir recueillaient les suffrages secrets des citoyens d'Alidillo pour les élections présidentielles qui devaient avoir lieu le mois suivant. Antonio José Bolivar défila comme tout le monde devant la table. « Tu sais lire ?» lui demanda-t-on. « Je me rappelle plus. »« On va voir. Qu'est-ce qui est écrit là ?»« Monsieur le candidat. » « Eh ben tu vois, tu as le droit de voter. »« Le droit de quoi ? » ?»« De voter, au suffrage universel et secret, pour choisir démocratiquement entre les 3 candidats qui se présentent à la magistrature suprême, tu comprends ? » ?»« Je comprends rien du tout. Ça va me coûter combien ce droit ? » ?»« Rien, puisque c'est un droit. »« Et pour qui je dois voter ? » ?»« Pour celui qui sera président, pour son Excellence le candidat du peuple. » Antonio vota pour le vainqueur et reçut une bouteille de Frontera en contrepartie de l'exercice de son droit. Ce fut la découverte la plus importante de sa vie. Il savait lire.
Il possédait l'antidote contre le redoutable venin de la vieillesse. Il savait lire, mais il n'avait rien à lire. À contre-cœur, le maire accepta de lui prêter quelques vieux journaux qu'il conservait ostensiblement, comme autant de preuves de ses liens privilégiés avec le pouvoir central. Mais Antonio José Bolivar les trouva sans intérêt. La reproduction de passages des discours prononcés au Congrès, dans lesquels l'honorable Bucaram prétendait qu'un autre honorable représentant n'avait rien dans son pantalon, l'article qui donnait tous les détails sur la manière dont Artemio Mateluna avait tué son meilleur ami de 20 coups de poignard, mais sans haine, la chronique qui dénonçait l'orgueil délirant des supporters de Manta, lesquels avaient émasculé un arbitre en plein stade, ne lui paraissaient pas des stimulants suffisants pour le convaincre de continuer à lire. Tout ça se passait dans un monde lointain, sans référence qui le lui rende intelligible, et sans rien qui lui donne envie de l'imaginer. Un beau jour, le sucre débarqua, en même temps que les caisses de bière et les bonbonnes de gaz, un malheureux prêtre expédié en mission par les autorités ecclésiastiques pour baptiser les enfants et mettre fin au concubinage. Au bout de 3 jours, le frère n'avait rencontré personne qui soit disposé à le conduire aux habitations des colons. Anéanti par une telle indifférence de sa clientèle, il était allé s'asseoir sur le quai en attendant le départ du bateau qui le tirerait de là. Pour tuer les heures de la canicule, il sortit un vieux livre de sous sa soutane et essaya de lire, mais la torpeur le terrassa. Ce livre entre les mains du curé fascina Antonio José Bolivar. Il attendit patiemment que le curé, vaincu par le sommeil, le laisse échapper. C'était une biographie de saint François, qu'il feuilleta furtivement avec l'impression de commettre une sorte de larcin. Il épela les syllabes, puis sa soif de saisir tout ce qui était contenu dans ces pages le fit répéter à mi-voix les mots ainsi formés. Le prêtre se réveilla et observa, amusé, Antonio José Bolivar le nez dans son livre. « C'est intéressant ?» demanda-t-il. « Excusez-moi, monseigneur, mais vous dormiez, et je ne voulais pas vous déranger. »« Ça t'intéresse ?» répéta le prêtre. « On dirait que ça parle surtout d'animaux, » répondit-il timidement. Saint François aimait les animaux, et toutes les créatures de Dieu. Moi aussi je les aime, à ma manière. Vous connaissez Saint François ? Non, Dieu ne m'a pas donné cette joie. Saint François est mort il y a très longtemps. Je veux dire qu'il a quitté cette vie terrestre pour aller auprès du Créateur jouir de la vie éternelle. Comment vous le savez ? Parce que j'ai lu le livre. C'est un de ceux que je préfère. Le prêtre soulignait ces paroles en caressant le cartonnage usé. Antonio José Bolivar l'écoutait avec ravissement, et sentait poindre la morsure de l'envie. Vous avez lu beaucoup de livres ? Un certain nombre. Autrefois, quand j'étais jeune et que mes yeux n'étaient pas fatigués, je dévorais toutes les œuvres qui me tombaient sous la main. Tous les livres parlent de saints ? Non. Il y a dans le monde des millions et des millions de livres, dans toutes les langues et sur tous les sujets, y compris certains que les hommes ne devraient pas connaître. Antonio José Bolivar ne comprit pas ce problème de censure. Il continuait à fixer les mains du prêtre, des mains grassouillettes, blanches, sur le cartonnage noir. De quoi parlent les autres livres ? Je viens de te le dire, d'un tas de choses, d'aventure, de science, de la vie de personnages vertueux, de technique, d'amour. Ce dernier point l'intéressa. L'amour, il n'en connaissait que ce que disent les chansons, particulièrement les pasillos que chantait Julito Jaramillo, dont la voix issue des quartiers pauvres de Guayaquil s'échappait parfois d'une radio à pile et rendait les hommes mélancoliques. Ces chansons-là disaient que l'amour était comme la piqûre d'un taon, que nul ne voyait mais que tous cherchaient. C'est comment les livres d'amour ? Ceux-là, je crains de ne pouvoir t'en parler. Je n'en ai pas lu plus de 2. Ça ne fait rien, c'est comment ? Eh bien, il raconte l'histoire de 2 personnes qui se rencontrent, qui s'aiment et qui luttent pour vaincre leurs difficultés qui les empêchent d'être heureux. L'appel du sucre annonça l'appareillage, et il n'osa pas demander au prêtre de lui laisser le livre. Mais ce que celui-ci laissa, en revanche, ce fut un désir de lecture plus fort qu'auparavant.
Il passa toute la saison des pluies à ruminer sa triste condition de lecteur sans livre, se sentant pour la première fois de sa vie assiégé par la bête nommée solitude, la bête rusée, guettant le moindre moment d'inattention pour s'approprier sa voix et le condamner à d'interminables conférences sans auditoire. Il lui fallait de la lecture, ce qui impliquait qu'il sorte d'El Idilio. Peut-être n'était-il pas nécessaire d'aller très loin. Peut-être rencontrerait-il à Eldorado quelqu'un qui possédait des livres, et il se creusait la cervelle pour trouver le moyen de les obtenir. Quand les pluies faiblirent, quand les animaux réapparurent dans la forêt, il quitta sa cabane et, muni de son fusil, de plusieurs mètres de corde et de sa machette dûment affûtée, il partit dans la jungle. Il resta là-bas environ 2 semaines, sur les territoires des animaux que recherche l'homme blanc. Dans la région des Ouistiti, terre de haute végétation, il vida plusieurs douzaines de noix de coco pour préparer les pièges. Il l'avait appris des chuards, et ce n'était pas difficile. Il suffisait de vider les noix en y pratiquant une ouverture d'1 pouce de diamètre au maximum, de faire de l'autre côté un petit trou pour y passer une corde, et de bloquer celle-ci au moyen d'un nœud très serré. Il attachait l'autre bout de la corde à un tronc d'arbre, et disposait ensuite quelques cailloux dans la coque creuse. À peine s'était-il éloigné que les singes, qu'il avait observés d'en haut, descendaient pour voir ce qu'il y avait dans les noix. Il les prenait, les agitait, et à force de les secouer et d'entendre le bruit produit par les cailloux, finissait par y plonger la main pour essayer de les retirer. Et quand ils en avaient attrapé un, ils ne voulaient plus le lâcher, et se débattaient vainement sans réussir à l'extirper. Ces pièges posés, il chercha un papayer de grande taille, de ces arbres que l'on appelle à juste titre des papayers à singes, parce que seuls les Ouistiti peuvent atteindre les fruits délicieusement mûris au soleil et très sucrés qui le couronnent. Il secoua le tronc jusqu'à ce que tombent 2 fruits à la pulpe odorante, et les serra dans sa gibecière. Puis il se remit en route pour la région des aras, des perroquets et des toucans, recherchant les clairières et tâchant d'éviter les mauvaises rencontres. Une succession de vallées le conduisit jusqu'à la zone de végétation épaisse, peuplée de guêpes et de ruches, d'abeilles ouvrières, souillée sur toutes ses surfaces par des déjections d'oiseaux. Dès qu'il y eut pénétré, le silence se fit et se prolongea plusieurs heures, le temps pour les oiseaux de s'habituer à sa présence. Il fabriqua 2 cages en tressant étroitement des lianes et des tiges de bougainvilliers, et chercha des pieds de yahuasca. Après quoi il écrasa les papayes pour mélanger l'odorante pulpe jaune des fruits au suc des racines de la plante exprimée à coups de manche de machette, et attendit en fumant que la mixture fermente. Il la goûta, elle était forte et sucrée. Satisfait, il alla camper au bord d'un ruisseau, où il se rassasia de poissons. Le lendemain, il partit relever ses pièges. Dans la région des singes, il trouva une douzaine d'animaux épuisés par leur effort stérile pour libérer leurs mains prisonnières des noix de coco. Il sélectionna 3 couples de jeunes, les enferma dans une cage et libéra les autres. Ensuite, il revint à l'endroit où il avait laissé les fruits fermentés, et y trouva une multitude d'aras, de perroquets, et d'oiseaux de toutes sortes endormis, dans les positions les plus invraisemblables. Certains tentaient de faire quelques pas en titubant, d'autres essayaient de s'envoler en battant maladroitement des ailes. Il mit en cage un couple de guacamayos, des grands perroquets bleus et or, et un autre de petits haras, chapoules, très appréciés pour leur don de parleur, et abandonna les autres en leur souhaitant un bon réveil. Il savait que leur ivresse durerait plusieurs jours. Son butin sur le dos, il regagna El Idilio et attendit que l'équipage du sucre ait fini le chargement pour s'approcher du patron. « J'ai besoin d'aller à Eldorado, et je n'ai pas d'argent. Vous me connaissez. Prenez-moi. Je vous paierai plus tard quand j'aurai vendu mes bêtes. » Le patron jeta un œil sur les cages et fourragea dans sa barbe de plusieurs jours avant de répondre. « Donne-moi un petit perroquet et je m'estimerai payé. Ça fait un bail que j'en promets un à mon fils. »
Dans ce cas, je vous donne un couple et ça paye aussi le retour. Ces oiseaux-là meurent de tristesse quand on les sépare. Pendant le voyage, il bavarda avec le docteur Rubicondo Loajamin et le mit au courant des raisons de son déplacement. Le dentiste l'écoutait, amusé. « Mais si tu voulais avoir des livres, pourquoi tu m'en as pas chargé? Je suis sûr que je t'en aurais trouvé à Guayaquil. »« Ah merci, docteur. Le problème c'est que je sais pas encore quel livre je veux lire. Mais dès que je saurai, je profiterai de votre proposition. » Eldorado n'était certes pas une grande ville. On y trouvait une centaine de maisons dont la majorité s'alignait le long du fleuve. Et il ne devait son importance qu'à son poste de police, à quelques officines administratives, une église et une école publique peu fréquentée. Pour Antonio José Bolivar, qui n'avait pas quitté la forêt depuis 40 ans, c'était revenir au monde immense qu'il avait connu jadis. Le dentiste le présenta à la seule personne capable de l'aider, l'institutrice. Et il obtint également pour le vieux la permission de dormir dans l'enceinte de l'école, une grande habitation de bambou pourvue d'une cuisine, en échange de son aide pour les travaux domestiques et la confection d'un herbier. Quand il eut vendu les ouistitis et les perroquets, l'institutrice lui montra sa bibliothèque. Il fut ému de voir tant de livres rassemblés. L'institutrice possédait une cinquantaine de volumes rangés sur des étagères, et il éprouva un plaisir indicible à les passer en revue, en s'aidant de la loupe qu'il venait d'acquérir. 5 mois durant, il put ainsi former et polir ses goûts de lecteur, tout en faisant alterner les doutes et les réponses. En parcourant les textes de géométrie, il se demandait si cela valait vraiment la peine de savoir lire, et il ne conserva de ses livres qu'une seule longue phrase qu'il sortait dans les moments de mauvaise humeur. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Phrase qui, par la suite, devait produire un effet de stupeur chez les habitants d'El Idilio, qui la recevaient comme une charade absurde ou une franche obscénité. Les textes d'histoire lui semblèrent un chapelet de mensonges. Était-il possible que ces petits messieurs pâles, avec leurs gants jusqu'au coude et leurs culottes collantes de funambules, aient été capables de gagner des batailles? Il lui suffisait de voir leurs boucles soigneusement frisées, flottant au vent, pour comprendre que ces gens-là étaient incapables de tuer une mouche. Ce fut ainsi que les épisodes historiques se trouvèrent exclus de ses goûts de lecteur. Edmondo de Amicis et son cœur occupèrent pratiquement la moitié de son séjour à Eldorado. Là, il était à son affaire. C'était un livre qui lui collait aux mains et aux yeux, qui lui faisait oublier la fatigue pour continuer à lire, encore et toujours, jusqu'à ce qu'un soir, il finisse par se dire qu'il n'était pas possible qu'un seul corps endure tant de souffrances et contienne tant de malchance. Il fallait être vraiment un salaud pour prendre plaisir au malheur d'un pauvre garçon tel que le petit Lombard. Et c'est alors, après avoir cherché dans toute la bibliothèque, qu'il trouva enfin ce qui lui convenait vraiment. Le rosaire de Florence Barclay contenait de l'amour, encore de l'amour, toujours de l'amour. Les personnages souffraient, et mêlaient félicité et malheur avec tant de beauté que sa loupe en était trempée de larmes. L'institutrice, qui ne partageait pas tout à fait ses goûts, lui permit de prendre le livre pour retourner à El Idilio, où il le lut et le relut 100 fois devant sa fenêtre, comme il se disposait à le faire maintenant avec les romans que lui avait apportés le dentiste et qui l'attendaient, insinuants et horizontaux, sur la table haute, étrangers au passé désordonné auquel Antonio José Bolivar préférait ne plus penser, laissant béantes les profondeurs de sa mémoire, pour les remplir de bonheur et de tourments d'amour plus éternels que le temps.